Tout se joue en 48 heures. Reculer ou dire non. Dans la nuit de septembre 2022, alors que des villages du Nord subissaient les attaques et que la colère montait à Ouagadougou, une offre étrangère promettait sécurité et investissement à condition de prolonger des accords jugés exploitants. Que vaut une stabilité immédiate si elle achète le silence? Et pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il choisi de rompre au risque des menaces et des sanctions? À partir de ce refus, tout se lit en avant-après, contrats renégociés, 40% des recettes de l'or conservées, investissements locaux à plus 12%, 25 000 emplois en moins de 6 mois. Cette histoire promet plus qu'un récit de pouvoir. Elle propose de comprendre ce qui se passe quand un État cesse d'échanger sa souveraineté contre des garanties à court terme. L'enjeu est clair, savoir comment des décisions prises sous pression extrême peuvent modifier la trajectoire économique, sociale et politique d'un pays entier. Ce n'est pas une célébration, mais une mise à l'épreuve des faits racontés dans le Noadong Joy 2. D'un côté, il y a le risque immédiat, sanctions, isolement diplomatique, fragilisation sécuritaire. De l'autre, une hypothèse plus lente mais décisive, reprendre la maîtrise des ressources, réorienter les flux d'investissement, restaurer la confiance populaire. À travers la trajectoire d'Ibrahim Traoré, cette séquence interroge une question plus large. Combien de stabilité repose sur une dépendance durable et combien de désordre accompagne une rupture assumée? Ce qui suit n'est pas un verdict, mais un dépliage méthodique des choix, des chiffres annoncés et des conséquences concrètes pour l'État, l'économie et les citoyens. D'abord, une mini-révélation. 1 an après la rupture annoncée, 3 chiffres dominent le récit. 40% des recettes de l'or conservé dans le pays, plus 12% d'investissements locaux, 25 000 emplois créés en moins de 6 mois. Ces données, avancées dans le Noadong Joy 2, sont présentées comme la preuve immédiate que le scénario d'effondrement ne s'est pas matérialisé. Pour Ibrahim Traoré, ce décalage entre prévision et résultat marque un tournant. Pour comprendre, il faut revenir au contexte resserré de septembre 2022. Le Burkina Faso affronte alors une insécurité persistante au nord, une armée équipée de matériel jugé obsolète et une économie décrite comme dépendante de contrats d'exploitation hérités de décennies antérieures. Dans ce cadre, les rencontres avec des délégations étrangères promettent une stabilité rapide, appui militaire, projets de développement, investissements. La contrepartie implicite est la continuité des accords existants, même lorsqu'ils sont accusés de transférer la valeur hors du pays. Le choix raconté n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une accumulation de signaux, villages attaqués, mers endeuillées, ressources qui quittent le territoire sans retour visible. Le Noadong Joy 2 insiste sur une nuit précise, à 3 heures du matin, où la décision se cristallise. Cette compression temporelle n'efface pas les causes, elle les concentre. Refuser devient moins un geste idéologique qu'une réponse à une contradiction jugée intenable. À partir de là, le récit s'organise en chaîne cause-effet. La rupture déclenche des menaces et l'annonce de sanctions. En parallèle, elle ouvre la renégociation de contrats, notamment dans l'or, présenté comme secteur clé. Les chiffres avancés servent alors de mini-preuve. Ils ne disent donc pas tout, mais ils déplacent la discussion du si vers le comment. C'est précisément ce déplacement que Ibrahim Traoré met en avant pour légitimer la suite. Le récit quitte un instant les salles de réunion pour suivre des figures de terrain. Un jeune officier, présenté comme l'un des premiers soutiens, incarne ce basculement initial. Il ne parle pas de stratégie globale, mais d'attentes accumulées, de mots longtemps tus qui trouvent enfin un écho. Autour de lui, des chefs religieux au parcours opposé, imams et pasteurs, apparaissent comme des médiateurs inattendus. Leur accord ne porte pas sur un programme politique détaillé, mais sur un futur jugé commun pour leurs enfants. Cette convergence sert de signal précoce. À ce stade, l'impact n'est pas encore mesurable en tableau. Il se lit dans les réactions immédiates. Le Noadong Joy 2 décrit un soutien populaire qui se manifeste précisément quand les menaces extérieures s'intensifient. Les avertissements visant la sécurité personnelle et familiale ne produisent pas l'effet dissuasif attendu. Au contraire, ils renforcent une solidarité naissante entre militaires, responsables religieux et communautés locales.
L'enjeu devient alors moins la décision initiale que sa capacité à tenir. Un premier micro-cas illustre ce déplacement. Le village de Namongu, mentionné comme cible répétée d'attaque, sert de repère concret. Avant, l'absence d'école, de centres de santé et de protection structurait le quotidien. Après les premiers mois de transition, le récit évoque le retour de services essentiels et d'une présence sécuritaire assurée par des forces nationales. Ce contraste rapide alimente l'idée que la rupture ne reste pas abstraite. À travers ces figures et ces lieux, la trajectoire d'Ibrahim Traoré se transforme en point d'agrégation. La décision individuelle devient lisible par ses effets immédiats sur des vies ordinaires. Avant, le scénario semblait écrit. Les accords existants garantissaient une forme de stabilité internationale, mais laissaient peu de marge de manœuvre interne. Les ressources sortaient du territoire, la sécurité restait fragile, et l'économie locale dépendait de décisions prises ailleurs. Après le refus, la chronologie s'accélère. Ce que le Noa Dongjoy 2 présente comme un point de rupture devient une succession d'étapes, chacune plus risquée que la précédente. Le premier déclencheur survient lors des rencontres avec les délégations étrangères. Costumes impeccables, discours sur la coopération et la stabilité, promesses d'aide militaire et d'investissements massifs. La contrepartie est claire, maintenir les accords en place. La question posée, pourquoi un pays riche en ressources demeure parmi les plus pauvres, crée un silence décrit comme révélateur. C'est là que la décision bascule, non pas en réaction émotionnelle, mais comme refus d'un échange jugé déséquilibré. Ibrahim Traoré quitte la pièce avec la certitude que l'acceptation garantirait un répit, mais prolongerait une dépendance structurelle. Vient ensuite la phase de pression, les menaces se multiplient, verbales d'abord, puis plus directes. La sécurité personnelle et familiale est évoquée, de même que la perspective de sanctions économiques. Ce moment constitue le cœur du risque. Le récit insiste sur le contraste. Alors que l'extérieur prédit l'isolement et l'effondrement, l'intérieur commence à se souder. Des leaders religieux, des chefs traditionnels et de jeunes militaires s'alignent publiquement. La décision cesse d'être individuelle. Elle devient collective par adhésion progressive. Le point culminant arrive avec l'ultimatum formulé des mois plus tard. 48 heures pour revenir sur les choix effectués. La réponse, préférer lutter libre plutôt que prospérer enchaîné, marque un seuil symbolique. Elle transforme un conflit diplomatique en déclaration d'indépendance assumée. À partir de cet instant, chaque action est lue comme une conséquence directe de ce refus initial et chaque coup comme le prix d'une cohérence revendiquée par Ibrahim Traoré. Les répliques suivent rapidement. Des sanctions sont annoncées, l'isolement politique s'accentue et les médias étrangers évoquent famine et chaos imminent. Pourtant, le récit souligne un décalage entre ces annonces et les réactions internes. Les entreprises locales répondent à l'appel, des investisseurs africains prennent le relais et des infrastructures longtemps négligées commencent à recevoir des financements réorientés. Routes, écoles et centres de santé deviennent des marqueurs visibles de la transition. Dans cette séquence, l'avant et l'après ne sont pas séparés par un discours, mais par une série d'événements en cascade. Chaque étape amplifie la précédente. Le refus entraîne la pression renforce l'unité facilite la réorganisation. Le Noa Dongjoy Tusu présente cette dynamique comme la preuve que la rupture n'a pas seulement résisté au choc initial, mais qu'elle a déclenché une recomposition plus large, où la décision de Ibrahim Traoré sert de point d'ancrage à un nouvel enchaînement. Avant la rupture, l'économie est décrite comme dépendante et extravertie. Après, elle est présentée comme en recomposition mesurable. Cette lecture avant-après structure l'argumentaire chiffré du Noa Dongjoy 2 et sert de base à l'évaluation des choix attribués à Ibrahim Traoré. 3 indicateurs reviennent, toujours associés à une explication, comme pour transformer des chiffres isolés en preuve de trajectoire. Le premier indicateur est le suivant. 40% des recettes de l'or resteraient désormais dans le pays. Autrement dit, part accrue de valeur captée localement, réduisant la fuite des revenus miniers.
Le récit oppose ce pourcentage à une situation antérieure où des milliards quittaient le territoire sans retombées visibles. Sans détailler les mécanismes juridiques, il insiste sur l'effet direct, plus de marge budgétaire pour financer des priorités nationales. L'or devient ainsi un symbole de bascule, non parce qu'il est nouveau, mais parce que sa redistribution change. Le deuxième indicateur est le suivant, plus en 12% d'investissements locaux, malgré sanctions et pressions. Autrement dit, signal de confiance interne compensant partiellement le retrait des capitaux étrangers. Ce chiffre est présenté comme un contresens par rapport aux prédictions initiales. Les experts évoqués annonçaient un gel des flux et une asphyxie rapide. Le Noadong Joitu affirme au contraire que des entreprises africaines, longtemps marginalisées, ont trouvé un espace pour se développer. Ici, le chiffre sert moins à mesurer un volume précis qu'à indiquer un renversement d'attente. L'investissement ne disparaît pas, il change d'origine. Le troisième indicateur est le suivant, 25 000 emplois créés en moins de 6 mois. Autrement dit, effet combiné des PME locales et de politiques économiques jugées favorables. Ce nombre est associé à la réduction annoncée de la pauvreté sans multiplier les statistiques. L'argument repose sur un enchaînement simple, plus d'activité locale entraîne plus d'emplois, donc un amortissement social des chocs liés aux sanctions. Le récit ne nie pas les sacrifices immédiats, mais il affirme que ces créations d'emplois contredisent l'idée d'un effondrement généralisé. Pris ensemble, ces trois indicateurs forment un cadre. Ils ne prétendent pas couvrir l'ensemble de l'économie, mais ils ciblent des points sensibles, ressources naturelles, investissements, emploi. Le Noadong Joitutu les mobilise comme des jalons, non comme une comptabilité exhaustive. Chaque chiffre est relié à une conséquence lisible pour la population, ce qui renforce leur portée narrative. Cette section sert aussi à déplacer le débat. La question n'est plus seulement de savoir si la rupture était risquée, mais si ses effets mesurables justifient le coût assumé. En s'appuyant sur ces données, Ibrahim Traoré ancre son discours dans une logique de résultat, tout en laissant ouverte une interrogation centrale. Ces tendances peuvent-elles durer face à des pressions prolongées ? Les critiques les plus solides s'articulent autour de deux thèses principales, souvent avancées par des observateurs extérieurs et des acteurs économiques prudents. Première thèse, rompre avec des accords établis expose un pays déjà fragile à une instabilité accrue. Les sanctions, l'isolement diplomatique et la réduction de l'aide internationale sont présentés comme des chocs cumulatifs capables d'annuler tout gain à court terme. Selon cette lecture, la dépendance antérieure offrait au moins une prévisibilité minimale, tandis que la rupture introduit une incertitude dangereuse. Deuxième thèse, les chiffres avancés seraient conjoncturels. Les 40% de recettes de l'or conservées, l'augmentation des investissements locaux et les emplois créés ne garantiraient pas une transformation structurelle. Les opposants estiment que ces résultats pourraient s'essouffler si les pressions se prolongent, si les marchés régionaux se ferment ou si l'insécurité persiste. Dans ce cadre, la stratégie attribuée à Ibrahim Traoré serait audacieuse, mais insuffisamment protégée contre des chocs externes durables. La réponse proposée dans le Noadong Joitu ne nie pas ces risques, elle les replace dans une comparaison plus large. D'abord, la stabilité passée est décrite comme illusoire, les villages attaqués, la pauvreté persistante et la fuite des ressources sont invoqués pour suggérer que l'ancien équilibre produisait déjà une instabilité profonde, simplement moins visible à l'international. Ensuite, les chiffres ne sont pas présentés comme une fin, mais comme un signal de capacité d'adaptation interne. L'argument central est que la dépendance limitait précisément cette capacité, tandis que la rupture l'expose, mais la rend possible. Enfin, la critique de durabilité est retournée. Le récit affirme que les tendances observées ne sont pas garanties, mais qu'aucun scénario n'offrait de certitude. La différence tiendrait au contrôle. Subir des contraintes décidées ailleurs ou affronter des risques choisis en conservant la maîtrise des leviers internes. Dans cette logique, le pari n'est pas l'absence de danger, mais la réallocation du risque. Ainsi, le débat se déplace. Il ne s'agit plus d'opposer prudence et témérité, mais deux formes d'incertitude. Et c'est sur ce terrain que Ibrahim Traoré situe sa justification. Ce qui change à mi-parcours n'est pas un chiffre supplémentaire, mais le rapport de force perçu. Après les menaces, les sanctions,
et les prédictions d'échecs, le Nwadong Joy2 décrit un déplacement discret mais décisif. La décision initiale cesse d'être l'exception à corriger et devient un fait avec lequel composer. Les pressions continuent, mais elles n'obtiennent plus de retour en arrière. C'est à ce moment que la rupture se transforme en nouvelle normalité. Pour Ibrahim Traoré, ce point médian marque une inversion symbolique. Les avertissements extérieurs visaient à provoquer une rétractation rapide. Or, le maintien du cap, combiné aux premiers résultats économiques et au soutien populaire, modifie l'équation. Les acteurs internes, entreprises locales, communautés, responsables religieux, agissent désormais comme si la trajectoire était installée, non provisoire. Cette perception compte autant que les décisions formelles. Le récit insiste sur un détail souvent négligé, l'absence de négociation de retour. Il n'y a pas de compromis intermédiaire, pas de suspension conditionnelle. Cette fermeté réduit les options adverses et renforce la cohérence interne. À partir de là, chaque développement ultérieur est interprété comme une conséquence, non comme un test. Ce milieu n'apporte pas de résolution. Il fixe un seuil. Le débat quitte la question « fallait-il refuser ?» pour entrer dans celle des effets concrets, durables et inégaux de ce choix. Les effets du choix se lisent différemment selon les acteurs concernés. Le Nwadong Joy2 propose une lecture à 4 niveaux qui permet de mesurer comment une décision centrale se diffuse sans homogénéité à travers l'État, l'économie, la société et l'environnement régional. Pour Ibrahim Traoré, cette pluralité d'impact sert à démontrer que la rupture n'est ni abstraite ni uniforme. Pour l'État, la conséquence immédiate est une marge de manœuvre accrue. La conservation de 40% des recettes de l'or est présentée comme un levier budgétaire permettant de financer des services auparavant négligés. Routes, écoles et centres de santé deviennent des indicateurs visibles de cette réorientation. En contrepartie, l'appareil étatique doit absorber les coûts liés aux sanctions et à l'isolement politique. Le gain n'est donc pas net, il est redistribué avec des priorités assumées. Pour les entreprises, l'impact est contrasté. Les acteurs étrangers se retirent partiellement, mais ce retrait libère de l'espace pour des entreprises africaines et des PME locales. L'augmentation de 12% des investissements locaux est interprétée comme un signal de confiance interne, mais aussi comme une nécessité. Produire et investir localement devient une réponse à la contraction des flux extérieurs. Cette dynamique favorise certains secteurs tout en fragilisant d'autres, encore dépendants des importations. À ce stade, le Nwadong Joy2 propose une projection prudente, structurée en 3 scénarios, sans assigner de probabilité. L'objectif n'est pas de prédire, mais de baliser des trajectoires possibles à partir des dynamiques déjà observées. Imaginons d'abord un scénario de base. Si la trajectoire actuelle se maintient, la croissance resterait modérée mais continue. Les investissements locaux poursuivraient leur progression, portés par les PME et des capitaux africains, tandis que les réformes se déploieraient par étapes. Les sanctions demeureraient un frein, ralentissant certains projets et renchérissant des importations clés. L'État conserverait une marge d'arbitrage accrue grâce aux recettes minières renégociées, mais la pression sécuritaire et régionale resterait élevée. Si la cohésion interne tient, alors l'économie absorbe les chocs sans rupture. On peut ensuite envisager un scénario plus optimiste. Si les efforts diplomatiques régionaux aboutissent et que les alliances africaines se renforcent, une accélération devient envisageable. Une meilleure intégration régionale pourrait fluidifier les échanges, diversifier les débouchés et réduire l'exposition aux pressions extérieures. La gestion des ressources serait consolidée par des accords de partage plus favorables, augmentant les retombées locales. Dans ce cadre, le Burkina Faso pourrait devenir une référence pour des renégociations similaires ailleurs. Si l'intégration progresse, alors les contraintes se transforment en leviers. Enfin, il faut aussi considérer un scénario plus dégradé. Si au contraire, les pressions internationales s'intensifient, des sanctions plus strictes pourraient provoquer une contraction sévère. Les secteurs essentiels subiraient des perturbations, l'emploi serait fragilisé et les ménages,
exposés à des effets collatéraux immédiats. La résilience dépendrait alors de la capacité à mobiliser des ressources internes et à maintenir l'unité sociale. Si l'isolement s'aggrave, alors la solidarité devient l'amortisseur principal. Ces scénarios partagent un point commun. Aucun n'offre de garantie. La variable déterminante reste le contrôle des leviers internes et la cohérence des choix. Pour Ibrahim Traoré, la recommandation implicite est une discipline stratégique, mesurer, ajuster et préserver des options ouvertes sans renoncer au cap. À mesure que le récit avance, il cesse d'être uniquement institutionnel et rejoint des expériences plus proches. Le Noa Dung Joy Tu opère ici un changement d'échelle. Il ne s'agit plus de contrats ou de sanctions, mais de la manière dont des décisions macro se traduisent dans des choix ordinaires. Cette translation vise 3 profils de spectateurs, aux attentes différentes mais connectées. Pour ceux qui suivent l'actualité politique à distance, l'histoire fonctionne comme un test de cohérence. Elle invite à comparer discours et effets, promesses et résultats observables. La question implicite devient personnelle. À quel moment une stabilité annoncée cesse-t-elle d'être crédible si ses bénéfices ne se matérialisent jamais pour les populations ? Cette interrogation ne demande pas d'adhésion, mais une vigilance critique. Pour les acteurs économiques ou associatifs, le récit propose un autre miroir, la mise en avant des PME locales, des investissements endogènes et des initiatives communautaires suggèrent que l'action ne se limite pas aux décisions centrales. Même dans un environnement contraint, des marges existent pour s'organiser, coopérer et amortir les chocs. Le message n'est pas que tout est possible, mais que l'inaction n'est pas neutre. Pour un public plus jeune, enfin, l'accent est mis sur la projection. Le Noi Dung Joy Tu évoque une génération qui recommence à croire en un avenir façonné localement. Sans idéaliser, il relie cette confiance à des gestes concrets. Se former, entreprendre, participer à des initiatives de proximité. La transformation est décrite comme cumulative, faite de petites décisions répétées. Cette partie ne cherche pas à convaincre. Elle relie une trajectoire nationale à des dilemmes individuels, laissant chacun décider du degré d'implication qu'il juge possible. Pour les citoyens, les conséquences se manifestent à travers l'emploi et les services. Les 25 000 emplois créés en moins de 6 mois sont associés à une réduction annoncée de la pauvreté et à la restauration de services essentiels dans des zones marginalisées. Le village de Namongu revient comme repère. Écoles, cliniques et présence sécuritaire y incarnent un changement tangible. Toutefois, le récit reconnaît que les sacrifices persistent, notamment pour les familles touchées par les effets immédiats des sanctions. Pour la région, enfin, l'effet dépasse les frontières. La trajectoire du Burkina Faso est observée comme un test. Elle alimente des débats sur la dépendance, l'unité africaine et la possibilité de renégocier des relations asymétriques. Cette visibilité accroît les pressions, mais elle renforce aussi le rôle symbolique du pays dans un contexte sahélien instable. Prises ensemble, ces conséquences ne tranchent pas définitivement. Elles montrent une recomposition en cours, où chaque groupe gagne et perd différemment. C'est dans cette complexité que Ibrahim Traoré ancre la légitimité de son choix. À ce stade, le Noi Dung Joy Tu cesse de décrire pour organiser. Il propose une feuille de route en étapes, non comme un plan figé, mais comme une séquence mesurable permettant d'évaluer la cohérence entre intention et effet. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas d'accumuler des annonces, mais de maintenir une capacité d'exécution sous contrainte. D'abord, il faut consolider les recettes nationales. Il s'agit de préciser qui fait quoi, quand et comment mesurer. L'État renégocie et sécurise les accords existants. L'indicateur reste la part de valeur conservée localement avec un suivi budgétaire transparent. Le calendrier est continu, l'évaluation annuelle. Ensuite, il faut réorienter l'investissement interne. Les institutions publiques facilitent l'accès des PME locales au financement pendant que les acteurs privés africains sont encouragés à prendre le relais. Le critère de mesure demeure la progression de l'investissement local et sa diversification sectorielle, observée trimestre par trimestre. Puis, il faut protéger l'amortisseur social.
Les ressources dégagées sont affectées en priorité aux services essentiels dans les zones vulnérables. L'indicateur n'est pas uniquement financier, mais fonctionnel. Écoles ouvertes, centres de santé opérationnels, sécurité minimale assurée. L'horizon est court terme avec des bilans semestriels. Parallèlement, il faut préserver l'unité interne. Responsables religieux, chefs communautaires et forces de sécurité sont intégrés comme relais de cohésion. La mesure repose sur la continuité du soutien populaire et l'absence de fragmentation visible lors des périodes de pression accrue. Enfin, il faut ajuster sans renier le cap. Si les pressions externes évoluent, les instruments s'adaptent, mais la direction reste constante. Le critère final devient la capacité à corriger sans revenir sur la décision fondatrice. Cette feuille de route répond à la question ouverte plus tôt. Que faire lorsque l'incertitude s'installe durablement ? La réponse proposée n'est pas l'attente, mais la structuration du risque autour de choix assumés par Ibrahim Traoré. Le récit revient là où il avait pris cher, loin des chiffres et des ultimatums. À Namangou, le nom du village n'est plus seulement associé aux attaques répétées, mais à une image inverse, une école qui rouvre, une clinique qui fonctionne, des soldats présents comme protection plutôt que comme symbole d'urgence. Ce rappel n'efface ni les pertes ni les tensions, mais il donne un visage concret à une décision longtemps restée abstraite. Dans cette boucle, la trajectoire d'Ibrahim Traoré se lit autrement. Elle n'est plus seulement celle d'un dirigeant confronté à des pressions internationales, mais celle d'un choix dont les répercussions atteignent des lieux précis et des vies ordinaires. Le Noa Dung Joy tout insiste sur cette continuité émotionnelle. Ce qui a commencé comme un refus politique se prolonge comme une attente sociale. La phrase attribuée à la grand-mère, répétée comme un motif discret, agit ici comme un rappel intime plutôt qu'un slogan. Elle relie le sacrifice individuel à une espérance collective, sans promettre une issue facile. La dignité évoquée n'est pas un état atteint, mais un mouvement en cours. C'est peut-être là que se referme cette partie du récit, non sur une victoire définitive, mais sur une conviction maintenue sous contrainte. Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme l'aboutissement, mais comme le point de passage d'une transformation encore fragile. La conclusion n'impose pas une adhésion, elle propose un espace de réflexion. Le Noa Dung Joy 2 invite à regarder au-delà des slogans pour interroger la part de responsabilité individuelle dans des trajectoires sondement collectives. Qu'il s'agisse de politique, d'économie ou de vie civique, le fil conducteur reste le même. Refuser la passivité face à des récits présentés comme inéluctables. Dans cette perspective, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré fonctionne moins comme un modèle à copier que comme un cas à examiner. Elle pose une question simple, mais exigeante. Que se passe-t-il lorsqu'une société accepte de mesurer ses choix, non à l'aune des promesses, mais de leurs effets concrets, visibles, parfois imparfaits ? Cette approche ne garantit ni succès rapide, ni confort durable, mais elle redonne une place à l'action consciente. L'appel final est volontairement modeste. S'informer, confronter les sources, discuter sans caricature, soutenir des initiatives locales quand c'est possible. Aucun geste n'est décisif isolément, mais l'addition compte. Le récit se termine ainsi, non par une certitude, mais par une invitation à penser et à agir à son échelle. Quelle lecture personnelle faites-vous de cette trajectoire et que change-t-elle ou non dans votre manière de regarder ces choix collectifs ?